Bonjour, bienvenue sur la Web TV du Mouvement Constituant Populaire dans Bonjour. l'émission Comment démocratiser la France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Simon. Alors, bonjour Stéphane. Bonjour Pierre-Alain, bonjour à tous. Donc, Stéphane Simon, vous avez créé la revue Front Populaire avec Michel Onfray. Et puis, ben, aujourd'hui, c'est surtout en tant que membre du bureau de France Souveraine qu'on vous invite. Et c'est une émission interactive, donc ceux qui nous écoutent peuvent poser leurs questions. Et puis ensuite, en fin d'émission, la régie remontera les questions, les interventions. D'accord? J'accepte Alors, bien volontiers votre invitation. merci à vous. Merci à vous. Pour commencer, ben, si vous pouvez nous présenter rapidement ce que c'est France Souveraine, comment c'est né. Il y a un lien donc aussi avec le Front Populaire. Il y a eu un changement de nom. Nous expliquer pourquoi, ce que ça reflète. Eh bien, en 2020, quand on a lancé Front Populaire avec Michel Onfray, on a appelé au rassemblement de tous les souverainistes, de droite, de gauche, de nulle part et d'ailleurs. Il se trouve que notre appel a été entendu et que nous avons eu très rapidement non seulement beaucoup de succès, beaucoup de gens qui nous ont rejoints, mais je dirais un tel succès qu'il a été question de nous obliger, entre guillemets. C'est-à-dire que on aurait pu se contenter de faire une revue trimestrielle, mais on a immédiatement pensé avec Michel qu'il était besoin de reconstituer sur le numérique, en plus de la revue, l'esprit qui avait été celui des ronds-points pendant la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire cette capacité à s'emparer, reprendre le contrôle et proposer à chacun et à tous des initiatives, de quoi changer notre quotidien. Et cet esprit-là a été aussi dépassé par son succès, puisqu'on a eu très rapidement plusieurs dizaines de milliers de gens qui nous ont soutenus. Et on a donc convenu qu'il fallait permettre l'expression d'un mouvement citoyen. Et on a créé, dans la foulée de Front Populaire, ce qui s'était appelé Front Populaire et compagnie. Et évidemment, on a été rattrapé par le réel français, malheureusement, qui est un réel je dirais, qui est un réel fait de lourdeur bureaucratique et de pesanteur juridique. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir à la fois un média sur le web, un média papier qui aide à penser, et puis avoir un mouvement associatif qui se créait de consort avec le même nom. Malheureusement, le droit français l'interdit. On doit d'un côté avoir une revue, une entreprise médiatique, entre guillemets, et puis de l'autre côté, une association qui ne doit pas avoir de lien avec la collégialité qui est la nôtre sur Front Populaire. Donc, pour des raisons assez simples, on a soumis ce problème-là à ceux qui nous avaient rejoints entre-temps, qui étaient quand même plusieurs milliers, puisqu'il y avait 3000 personnes qui avaient décidé de nous rejoindre sur Front Populaire et compagnie. On leur a posé le problème et on a soumis à leur sagacité l'idée de changer de nom. Et Front Populaire et compagnie est devenu France Souveraine, et France Souveraine s'est émancipée. Et c'était, je crois, le meilleur hommage à rendre à Michel Onfray, qui a toujours été contre l'idée d'un mouvement pyramidal et pour un girondisme. Et Michel croit beaucoup au génie du peuple et pas au génie d'un homme providentiel, même si certains ont espéré que ce serait lui l'homme providentiel. Il a toujours dit qu'il ne concevait pas la politique comme ça. Et donc, il était assez logique finalement que France Souveraine prenne son indépendance, non seulement juridique, mais totale aussi vis-à-vis de Front Populaire. Et aujourd'hui, France Souveraine est un mouvement qui est dirigé, c'est une association qui fait de la politique, qui est dans la métapolitique, on va dire, et qui est dirigée aujourd'hui par Guillaume Bigot, notre président, bien aimé, mais qui est aussi la réunion des 3000 personnes qui nous avaient rejoints à l'époque. Et il y a une dizaine de personnes qui composent le bureau politique
de France souveraine. Voilà. Donc cette France souveraine, et même si je suis dans le bureau de France souveraine et par ailleurs entrepreneur avec Michel de la revue Front Populaire, c'est aujourd'hui une association qui est totalement libre de ses choix et qui en plus n'engage pas Front Populaire. C'est-à-dire que il était important que France Souveraine aussi puisse opérer à sa façon, suivant ses idées, ses intuitions, et qu'on ne puisse pas dire ah tiens c'est le truc de Michel Onfray, c'est Michel Onfray qui est responsable de voilà, c'est pas ça le génie du peuple. Le génie du peuple, il faut l'assumer, c'est-à-dire qu'il faut concevoir que France souveraine a ses propres initiatives qui n'engagent pas Michel Onfray, qui n'engagent pas la revue Front Populaire par ailleurs, qui est en fait une liberté d'action totale. Voilà. Mais je dirais que ce qui fait encore communauté avec Front Populaire, c'est tout simplement la communauté des valeurs. C'est-à-dire on croit à un souverainisme fondamental, on croit à la nécessité de reprendre le contrôle par le peuple et pour le peuple. Et ça nous met en partage les valeurs de Front Populaire, évidemment. Après, les personnalités qui composent le bureau, il y en a certaines qui sont des contributeurs de Front Populaire, puis d'autres qui n'ont rien à voir avec Front Populaire, et c'est bien ainsi. Et donc, France souveraine, quand vous parlez aux gens dans la rue, la souveraineté, ça veut dire, ça évoque quoi pour les gens? Ils Ben pensent à quoi justement, quand on leur parle de souveraineté? alors il y a ceux qui considèrent que c'est un gros mot, parce que après des années de bourrage de crâne, on leur a fait comprendre en gros que le souverainisme égale nationalisme égale la guerre, quoi, en gros, ce qui est une espèce de syllogisme totalement absurde et totalement déroutant, qui relève de la propagande pure. Et puis il y a ceux qui ont commencé à s'éveiller, je dirais, pendant la pandémie, en se rendant compte finalement qu'il y avait un problème quand on est face à une pandémie, quand on n'est pas capable d'avoir son autonomie, sa capacité souveraine de produire des médicaments, de produire le nécessaire, même le gel hydroalcoolique, le Doliprane, les masques, tout manquait à la France au moment où on est rentré dans cette phase aiguë de la pandémie, donc en mars 2020. Tout manquait, tout venait à manquer. Un grand pays comme la France, qui a été autrefois souverain, qui a autrefois éclairé même le reste de l'humanité, eh bien, ce pays était devenu un pays en totale dépendance des autres. Donc, d'une certaine manière, ce pays était vassalisé. Ce pays avait trop de dépendance pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas assumer la santé de ses concitoyens quand on est totalement en dépendance. Donc, l'idée de la souveraineté a commencé à retrouver ses lettres de noblesse quand les gens ont compris qu'en fait, il s'agissait simplement de pouvoir agir de façon autonome, de pouvoir décider pour soi. Donc, ceux qui ont la curiosité intellectuelle de ne pas subir la propagande et la curiosité intellectuelle de se dire, eh bien, l'autonomie, la souveraineté, c'est juste la condition sine qua non de notre survie, eh bien, ces gens-là ont compris que ça n'avait rien à voir avec une tentation totalitaire, une tentation nationaliste. C'est pas ça le souverainisme. Le souverainisme, c'est décider pour soi. C'est la base même de la Révolution française. Il faut quand même se souvenir que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a quand même l'idée que le peuple doit décider pour lui-même et par lui-même. C'est juste ça, le souverainisme. C'est juste vouloir que nous reprenions la capacité de décider pour nous-mêmes. C'est simple, ça s'appelle l'écoute démocratique, c'est la base de ce qui devrait constituer notre système politique. Et malheureusement, depuis 40 ans, on s'en est beaucoup éloigné en France. Et depuis, je dirais, l'accélération des traités européens, on a tout bradé, quoi. Et il faut maintenant repartir à la conquête de tout cela. Et quand vous dites décider pour soi, donc vous avez précisé à un moment donné dans votre intervention que c'est que le peuple puisse décider pour soi. Mais il y a une autre interprétation au fond de souverainisme, c'est, disons, on peut imaginer un souverainisme national qui est pas non, qui est pas un souverainisme populaire. C'est-à-dire, au fond, au moment Louis XIV, la France était souveraine.
Oui, bien C'était pas sûr. une Enfin, elle souveraineté était souveraine. populaire. Elle était souveraine, mais entre les mains d'un homme qui C'est ça. disait l'État, c'est moi, entre guillemets, un peu comme Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui qui pense que la République, c'est lui. Je crois que ça n'a rien à voir avec la réalité du souverainisme auquel on croit avec Michel Onfray, qui est nous un souverainisme citoyen, si j'ose dire ainsi, qui est en fait un souverainisme populaire. C'est au peuple de décider pour lui-même. Ouais, donc c'est la souveraineté, vraiment la souveraineté populaire. Euh, C'est une manière de dire aussi que l'on croit davantage au peuple et à son bon sens plutôt qu'à des élites que nous on qualifie de populicides, c'est-à-dire qui roulent pour écraser le peuple d'une manière générale, ne jamais en écouter les recommandations. Et ça c'est pré-fasciste entre guillemets. Pour nous, on considère que ceux qui nous traitent de fascistes sont précisément ceux qui ont la tentation d'un État totalement déraciné, d'un État qui agit de façon éclairée par quelques experts qui sont experts de rien du tout en vérité. Et ça, c'est le plus grand écart qui est fait avec le principe même de la démocratie. donc cette souverainisme, c'est vraiment souveraineté populaire, c'est effectivement, comme vous dites, extrêmement lié à la démocratie, disons. C'est très au cœur, il y a la démocratie. Donc, au fond, j'ai l'impression qu'il y a l'éloignement n'est pas très grand entre le mouvement constituant populaire et puis la France souveraine, dans le sens que le mouvement constituant populaire, là, c'est entièrement centré sur la démocratie. Donc, le mouvement constituant populaire ne regarde pas ne prend pas position sur des questions spécifiques. Par contre, il veut absolument qu'il y ait un système démocratique au sens, pas juste des élections, mais que le peuple puisse décider sur des sujets. Oui. D'ailleurs, est-ce Et que je peux vous dire à oui, quel point le modèle. Je crois que vous êtes suisse, Pierre-Alain. Hein. oui, 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 Bon. exact. Eh bien, je dois dire que nous, Michel Onfray, moi-même et nombre de contributeurs de Front Populaire, la revue, mais également les gens qui habitent l'association, eh bien, pensent le modèle helvétique comme étant un modèle abouti de démocratie. Et le modèle suisse, dont je rappelle qu'on appelle le peuple le souverain, eh bien, c'est pour extrêmement c'est un modèle, en fait, c'est un modèle à suivre aujourd'hui, d'autant plus qu'on pourrait nous objecter que la taille de la France est bien supérieure, et on le sait, à la taille de la Suisse, à la fois en population et en géographie, mais nous avons des instruments aujourd'hui digitaux, nous avons des instruments pour pouvoir consulter facilement et de façon rigoureuse le peuple. Donc rien à part la volonté de quelques politiques qui font carrière et qui cherchent à se servir de la politique pour eux-mêmes et pour leurs proches, eh bien, rien ne devrait empêcher la consultation régulière des citoyens sur des grandes décisions qui les concernent et qui les dirigent. Il y a absolument, je dirais, une réalité depuis quelque temps, c'est la confiscation progressive de la décision du peuple. Et ça, c'est absolument inacceptable pour moi. On voit que le régime, de plus en plus, s'éloigne de la démocratie et qu'on a une comédie démocratique qui se joue, notamment dans le régime hyper présidentialisé qui a abouti aux élections et à l'élection, au renouvellement du mandat d'Emmanuel Macron. On peut vraiment se poser des questions sur ce régime tel qu'il est pensé et pratiqué, surtout aujourd'hui. Et pour être tout à fait précis, donc le mouvement constituant populaire, en fait, donc il veut justement cette démocratie, ce pouvoir au peuple, et puis il se base sur, au fond, il se centre, il essaye de trouver la réforme la plus modeste qui ferait de la France une démocratie digne de ce nom. Et l'idée, c'est d'avoir le rite constituant, donc le référendum d'initiative citoyenne, qui permet à des citoyens disons, de faire une proposition de modification de la Constitution sur un sujet précis. Et puis, s'ils récoltent le nombre requis de signatures, eh bien, leur proposition elle est soumise au vote.
Et si les citoyens l'acceptent, eh bien, le jour même, la Constitution est modifiée comme l'a décidé le peuple. Et ça, c'est donc un pilier. Et l'autre pilier, c'est le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution pour éviter qu'en catimini ou en congrès, les élus modifient la Constitution sans passer par le peuple. Et ma Moi, question là, c'est est-ce que vous trouvez que ces deux points sont, si je, vous êtes d'accord avec ça? je suis tout à fait favorable à ces deux points. D'abord parce que je suis le témoin, bien malgré moi, de tripatouillages politiques depuis longtemps qui font qu'on a totalement, je dirais, controuvé, c'est-à-dire détourné de son esprit la Ve République, à la fois dans la lettre et dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a eu dans notre dos plus de 20 il y a eu 20 changements constitutionnels qui ont été faits sur la Constitution telle que l'avaient voulu les pères de la Constitution, c'est-à-dire le général de Gaulle, aidé en cela par Michel Debré. Et tous ceux qui ont travaillé à cette Ve République. Et cette Ve République, elle a été amendée progressivement par des professionnels de la politique qui ont décidé contre nous-mêmes ou au moins sans nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu s'exprimer sur l'essentiel de ces changements qui ont modifié totalement la pratique démocratique. On se souvient de la réforme du septennat devenu quinquennat, décidé par qui? Pas par le peuple, décidé par Jacques Chirac, parce que on voulait mettre fin à ce que était la cohabitation. Or, si on réfléchit à l'esprit de la cohabitation, dans l'esprit du général de Gaulle, justement, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de possibilité de cohabitation. Si le peuple désavoue le chef de l'État, il a la dignité de quitter ses fonctions sur le champ. C'est ce qu'a fait, c'est la pratique politique du général de Gaulle, c'est l'exemple qu'il a donné. Et à ce moment-là, on peut dire qu'il est habité par cet esprit de fidélité au mandat qui lui est donné par le peuple. Or, la classe politique professionnelle, on va dire les professionnels de la politique qui n'ont pas grand-chose à voir avec comment dirais-je, ils ne sont pas tellement habités par l'idée politique, ils sont habités par le métier de la politique. Eh bien, ces gens se sont arrangés pour que on puisse, même désavoué par le peuple, continuer à faire son métier politique. Je veux dire, c'est tout à fait déplorable. Ce n'est qu'un exemple, il y en a eu beaucoup d'autres. On a tellement amendé cette Ve République qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de la classe politique qui disent qu'il faut passer à la Sixième République. Nous ne croyons pas, personnellement, je ne crois pas. Je pense pouvoir parler aussi de l'idée que Michel Onfray a sur cette question-là. Nous ne croyons pas qu'il faille nécessairement passer à la Sixième République. Il faut revenir à l'esprit d'abord et à la lettre de ce qu'était la Ve République. Et une fois que l'on a fait ça, si jamais le peuple demande des amendements à cette Constitution, eh bien que le peuple décide pour lui. Mais encore une fois, nous n'avons pas à subir un détournement qui est un braquage démocratique comme on l'a eu depuis une quarantaine d'années. C'est clair, là, les élus peuvent au Congrès modifier la Constitution sans que le peuple ait rien à dire. Et ça, c'est vraiment un problème Un problème fondamental. majeur en France. C'est un problème Donc ça, majeur. c'est un des deux piliers. Donc c'est pour ça que le, le, le mouvement constituant populaire réclame aussi, en plus du reconstituant, ce référendum obligatoire. Euh, Par contre, la question de Gaulle, là, de démissionner quand on perd un référendum, ça, je ne suis pas sûr finalement, parce que ça, c'était un peu l'optique de Gaulle, avec un peu lui. D'abord, c'était pas des référendums d'initiative citoyenne, c'était des référendums d'initiative gaulienne, disons présidentielle. Et donc, c'est un peu différent, mais disons, on peut aussi séparer complètement les deux choses et, Bien sûr qu'on et peut dire, séparer. Mais voilà, on est d'accord, on peut séparer les deux choses, mais je crois qu'il y a une pratique politique qui est assez honnête
Et puis, il y a une pratique politique qui est celle que l'on a sous les yeux, qui est assez malhonnête finalement. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le peuple doit décider pour lui-même. Voilà, ça veut dire de façon très simple qu'il faut repartir de ce qu'était la Cinquième République telle qu'elle était pratiquée, telle qu'elle était pensée, parce qu'elle avait une cohérence, elle avait véritablement une cohérence. Et puis, si on décide des changements sur cette constitution, eh bien, que ces changements soient voulus, consentis. On est tout à fait d'accord, je crois, on est aligné sur cette idée-là avec vous. Exactement. Donc consenti et puis éventuellement initié par le peuple. Bien sûr, rien ne doit s'empêcher. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a, grâce à, encore une fois, aux instruments digitaux, on a la de pouvoir dire, voilà, il y a des sujets qui tiennent à cœur, qui tiennent au cœur des Français, et bien, il faut que ceux-ci soient évoqués, débattus et tranchés par le souverain. Et le souverain, c'est le peuple. Donc, le souverain doit dire et doit être en capacité de proposer des évolutions, évidemment, mais ce souverain ne doit être remplacé par personne et surtout pas kidnappé par quelques professionnels de la politique, qu'ils soient de droite ou de gauche. D'ailleurs, ce n'est absolument pas mon débat. Hein. Et je soulignerais que même s'il n'y avait pas ces développements technologiques, même si c'était toujours un papier dans une urne, ça peut être fait même si la taille est 10 fois plus grande que la Suisse. Il y aurait Bien dix sûr. fois plus d'urnes et Non, dix non, fois plus de papier, mais ça serait je dis ça parce que, évidemment, il y a toujours des esprits chagrins qui nous expliqueront que ça coûte très cher d'organiser un référendum, c'est une consultation bien au-dessus de ce que l'on est capable de fournir en termes d'efforts financiers, alors que ce n'est pas du tout le sujet. C'est marginal par rapport à tout ce qu'a coûté, par exemple, les mesures durant le confinement. Mais si vous voulez, je dis ça pour expliquer à quel point c'est quelque chose qui est à notre portée et qui n'est pas coûteux. Consulter le peuple, c'est juste une affaire de désir. Soit on en a le désir et on fait partie de ce que j'appellerais les populistes. Moi, c'est un mot qui ne me fait pas peur. Être populiste, ça veut juste dire que le peuple doit pouvoir s'exprimer et être du côté du peuple. Et puis, il y a ceux que l'on appelle, nous, les populicides, c'est-à-dire ceux qui se foutent littéralement de la vie du peuple, qui ont envie d'exercer le pouvoir contre ce peuple et qui militent d'une manière générale pour un gouvernement mondial qui décide pour tout le monde, qui décide pour les peuples. Et ça, je crois qu'il faut s'opposer à ça de façon très forte. et, avant de passer juste au prochain sujet, je veux juste souligner qu'on a parlé que c'était le système suisse, par exemple. C'est le système suisse au sens où il est en vigueur en Suisse, donc on peut. D'abord, ça prouve que ça marche, ça fonctionne. La Suisse fonctionne très bien avec ce système. Et, et donc, on peut prouver qu'on a un exemple où ça marche. Mais sur le fond, il faut rappeler quand même que l'idée, c'est une idée française, c'est l'idée, elle vient de Condorcet. Donc, l'idée que la Suisse met en pratique. Et donc, en fond, si la France s'inspirait de la pratique suisse, ce serait juste un donné pour un rendu, puisque la Suisse a pris au fond l'idée à Condorcet. Mais je vous écoute avec intérêt, tant mieux. Mais je dois dire qu'une bonne idée, de toute façon, appartient à ceux qui la pratiquent. Moi, je ne cherche pas à ce que les Français aient systématiquement raison et finalement, peu me chaud que cette idée, elle était pensée en premier par l'un ou par l'autre. Tant mieux si c'est Condorcet. Mais ce que je veux dire, je m'exprimerai pas trop là-dessus parce que finalement, ce que je crois, c'est que il faut savoir s'inspirer des autres quand une idée est bonne et si elle est consentie par tout le monde et voulue par tout le monde, c'est merveilleux. C'est ça l'enrichissement mutuel. Et les souverainistes ne sont pas de ceux qui pensent qu'il faut arrêter d'échanger parce qu'on est très souvent caricaturé comme étant des gens qui voudraient mettre des barbelés sur les frontières et ne parler avec personne. Ça, c'est de la propagande. Dire ça des souverainistes, c'est une idée propagandiste. C'est une idée de diabolisation
totalement antithétique avec l'esprit qui nous anime. On est tous européens, on a tous envie de concorde et de fraterniser entre peuples. Pour autant, je dirais que si une idée est bonne chez les uns ou chez les autres, l'important c'est la qualité de l'idée. C'est aussi cette pensée qu'avait Camus, qui disait peu importe qu'une idée soit de droite ou de gauche, du moment qu'elle soit une bonne idée, c'est ça l'essentiel. Je préfère une idée de droite qui est bonne qu'une idée de gauche qui est mauvaise. Il faut savoir sortir des querelles de chapelle. C'est pas du tout l'esprit qui est le mien en tout cas. Et maintenant, donc je crois qu'on a bien compris France souveraine et puis aussi avec les points d'accord avec le mouvement constituant populaire. Et maintenant, une question sur les actions. Donc, vous avez des actions locales et nationales. Est-ce que vous pouvez brièvement dire un peu quelles sont ces actions? D'abord, il y a une idée qu'il faut saluer parce qu'elle est devenue réalité grâce à l'énergie du coordinateur qui s'appelle Robert Badre-Drieux. Il a beaucoup travaillé avec les uns et avec les autres pour arriver à coordonner un effort général qui euh, permette d'enfin compiler des idées proposées par les uns, par les autres, que l'on soit chauffeur de bus, infirmière ou gardien de prison, peu importe, on a tous des idées sur l'amélioration possible de notre quotidien. Et donc, le travail de France Souveraine, ça a été de faire le programme commun des souverainistes. On peut être souverainiste de droite, de gauche, encore une fois, de nulle part ou d'ailleurs. Il y a des souverainistes suisses chez France Souveraine. Ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas finalement. C'est une manière de penser son modèle politique. Et ce qui a été fabuleux, c'est que pendant 2 ans, les membres de France Souveraine se sont mobilisés pour rédiger ce programme qui est à présent édité. Il y a eu plus de 270 propositions qui ont été considérées comme étant intéressantes, valables, et qui méritaient donc d'être dans ce programme commun des souverainistes. Il y aurait pu en faire 350. L'important, c'était de commencer par avoir quelque chose, et quelque chose de crédible, de solide, de chiffré, qui ne soit pas déconnant, qui ne parte pas dans tous les sens, et qui ne propose pas à U et à Dia des mesures fantasques, et qui soit dans l'esprit aussi que l'on aime bien, qui est l'esprit helvète aussi. Encore une fois, on salue encore une fois l'avancée démocratique des Suisses. Ce qui est très intéressant, c'est que ce soit une pensée girondine, c'est-à-dire c'est une pensée, on ne peut pas se dire que le centralisme est la panacée. On sait bien que Paris décide pour toute la France, c'est absurde. Et pendant le confinement, on a vécu, comme avant d'ailleurs, des situations absurdes où, sous prétexte que le taux de contamination était élevé en Seine-Saint-Denis, on a demandé au commerce de Bretagne et de Brest ou de Petit Patelin de Bretagne de fermer rideau parce qu'il fallait que la France fasse de façon unilatérale la même chose. C'est absurde. Cette manière centralisée, totalement jacobine de décider nous a conduit finalement à des résultats médiocres. Il n'y a que le président Macron et ses premiers ministres et ses ministres de la Santé pour penser qu'on a bien agi durant la pandémie. Les Suisses ont eu de bien meilleurs résultats en termes de nombre de morts par million que les Français. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la santé, c'est aussi quelque chose qui se délègue et qu'il est bien plus raisonnable d'imaginer la réponse d'un système de santé et ce qu'il y a autour du système de santé de façon régionale plutôt que de le faire de façon nationale. Ça n'a pas de sens. Quand on est un pays aussi important que la France, qui fait 68 millions d'habitants, qui s'étend quand même sur une surface assez vaste, on ne peut pas se dire que tout se vaut et que tout doit être géré de la même manière. C'est absurde de diriger Paris et un village proche de l'Espagne de la même manière. Ça n'a pas de sens. Et donc,
je pense aussi que c'est ce qui anime France Souveraine, c'est de vouloir penser la politique, mais penser la politique de façon à l'échelle du citoyen, à l'échelle des communes, à l'échelle de ce qui fait comment dirais-je, la noblesse de la politique, c'est-à-dire être capable de décider, d'améliorer au niveau communal d'abord la vie des Français dans toute leur diversité. Et ça a été le travail donc de France Souveraine. Donc écrire ce programme commun des souverainistes, 270 propositions pour changer la vie. Et ça, c'est, je crois, un travail qui mérite déjà d'être salué parce qu'il nous permet à tous d'avoir un socle commun et de commencer à améliorer celui-ci, de continuer le travail qui est le nôtre et qui est un travail, je dirais, non classique, au sens où, en général, les partis politiques qui vont proposer des mesures, eh bien, ils le font de façon centralisée et pyramidale. C'est-à-dire que vous avez un chef qui dit il faut proposer des choses sur l'économie, trouvez-moi quatre idées et on y va. Et c'est en général des petites mains, mais à trop peu qui proposent des choses. Donc on voit la fainéantise de ces partis qui finalement arrivent aux élections avec 3-4 mesures un peu gadget et qui prétendent changer notre quotidien. C'est feignant, c'est feignant. En réalité, c'est très feignant. Le travail de France Souveraine a été un travail formidable parce que ça a permis de déjà faire ce travail de proposition. Et il y a une richesse de propositions, et c'est là où je rejoins Michel Onfray quand il parle du génie du peuple, c'est qu'il y a une richesse de propositions dans ce programme qui est extraordinaire et qu'on n'a pas l'habitude de voir en politique. Donc ça, c'est le travail de France Souveraine. Le travail de France Souveraine, c'est aussi d'être en capacité d'accompagner des initiatives locales ou des initiatives nationales. Je pense par exemple récemment à un de nos membres comment dirais-je, qui a envie de surveiller d'un peu plus près ce qu'on appelle l'ARCOM, c'est-à-dire l'ancien CSA en France. Et l'ARCOM semble agir de façon parfois totalement nébuleuse. Et alors, ça sert à quoi, France Souveraine? Ben, comme ça met en mutualisation des milliers de personnes, ça permet à cette personne de consulter un spécialiste juridique et d'interroger sur tel ou tel point pour essayer de voir si tout ça est cohérent, si tout ça repose sur une forme d'arbitraire politique, encore une fois, ou si ça repose sur des questions de droit. Voilà, donc ça c'est une action nationale, mais c'est aussi sur le plan local être en capacité de soutenir les épiceries solidaires, de saluer telle ou telle association qui se bat à un échelon local et qui mérite que l'on l'accompagne dans la communication ou dans le, comment dirais-je, dans la proposition de partage de cette initiative. Donc ça, c'est ce que j'appelle de la politique très, très concrète. Oui, donc des actions variées à tous les échelons. Pour revenir sur ce dont vous avez parlé tout à l'heure du programme souverainiste, Dans le programme commun des souverainistes. Programme commun des souverainistes, comment vous faites quand il y a, parce que donc les propositions viennent de la base comme ça, et puis comment vous faites quand il y a des contradictions, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des valeurs différentes. Je prends l'immigration par exemple. Il peut y avoir des gens qui veulent réduire l'immigration, d'autres pas, etc. Comment vous faites pour agréger ça, disons? Là, en l'occurrence, on a, je dirais, initié quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que nous avions à la fois des propositions citoyennes qui étaient posées sur la table, et puis nous avons aussi des contributeurs, notamment des grands talents qui travaillent dans la revue, qui nous aident à réfléchir notre époque, et on a tenu à ce que aussi ils puissent nous dire si on était cohérent, pas cohérent. Donc, il y a eu un niveau de relecture qui est un niveau de relecture à l'intérieur de l'association. Et puis, il y a eu un niveau comment dirais-je, de relecture encore fait par des gens qui connaissent en particulier certains domaines. C'est-à-dire quand on parle de sécurité, il faut être en capacité aussi de se dire que des propositions citoyennes peuvent être intéressantes et qu'elles peuvent être encore plus intéressantes si elles prennent en compte
les professionnels de ces métiers-là et leurs propositions. Donc, c'est un travail collaboratif, hein, c'est un travail qui n'a jamais été… Il y a personne qui a décidé pour les autres. Et en fait, il y a une multitude de couches de relecture qui ont permis de respecter le travail, de sortir ce qui ne rentrait pas dans une forme de cohérence globale. Nous avions aussi le philosophe Henri de Montvallier qui nous a aidé à penser la cohérence de tout ça, et dans un esprit qui est encore une fois celui de la revue, c'est-à-dire un esprit plutôt girondin, puisqu'il existe on peut être souverainiste et totalement jacobin, on peut être souverainiste et girondin. Nous avons dit depuis le début que nous étions plutôt sur un mode d'organisation décentralisé et donc girondin. Donc nous avions aussi cette boussole-là pour pouvoir faire le tri des propositions qui étaient faites. Ne pas être en cohérence, ne pas être en cohérence avec nous-mêmes nous aurait conduit à proposer un programme incohérent, justement. Donc nous avons quand même je dirais, une boussole qui a été celle aussi de ce qu'a été la revue Front Populaire, puisqu'en fait, France Souveraine partage les valeurs de Front Populaire. Et deux questions spécifiques sur deux points spécifiques du programme commun des souverainistes. Euh, qu'est-ce qu'il y a concernant la démocratie, par exemple? Est-ce qu'il y a, évidemment, c'est la préoccupation du mouvement constituant populaire. Est-ce qu'il y a le référendum obligatoire pour le changement de la Constitution? Est-ce qu'il y a le RIC constituant, le référendum d'initiative Alors, citoyenne je en vais vous dire, matière constituante? vous auriez dû me dire qu'on allait m'interroger j'aurais été plus précis que je ne vais l'être, et je m'en excuse déjà. Mais oui, il y a le recours au référendum, la nécessité de faire approuver les grandes décisions par le peuple. Ensuite, est-ce que ça prend la forme que vous développez, c'est-à-dire le référendum constituant? Je suis pas à ce niveau de détail. Je me souviens pas précisément. Il y a des tas de domaines sur lesquels j'ai plus des souvenirs très très précis, notamment ceux qui me concernent en particulier, c'est-à-dire la vie médiatique, la nécessité de réformer l'audiovisuel public, etc. Mais je ne me souviens plus précisément. Mais il me semble que l'on partage. Enfin, ça me paraît ce discours, ce dialogue que l'on a ensemble me paraît tellement évident. Je pense qu'on est très très proche sur ce que l'on propose par rapport à ce que vous êtes, mais on n'a pas peut-être exactement la manière de le dire, la même manière de le dire. On est peut-être un peu différent. Oui, donc de toute façon, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, que c'est un travail perpétuel, disons, c'est encore en évolution, Bien et sûr que donc c'est il y en a la évolution. possibilité de discuter, Bien sûr. de voir Alors, s'il y ceux a que des ça intéresserait propositions. quand même, je dis que c'est un ouvrage qui se trouve sur le site en particulier de Front Populaire, et qui est à la fois qui a été offert évidemment à tous ceux qui ont participé à cette aventure. Et puis, il y a les curieux. On a cherché à faire un livre qui soit vendu prix coûtant. Les quelques centimes que gagne chaque exemplaire sont évidemment donnés à l'association France Souveraine. Et là, je vous pose la question de façon très générale, donc pas vraiment détaillée, ce qu'il y a mais Oui. pour la question de l'immigration, je pose la question parce que C'est euh, une question importante. c'est une question importante, puis c'est une question qui divise la classe populaire, j'ai l'impression. Il y a des Oui. gens qui votent côté France Insoumise, d'autres Rassemblement National, avec des idées différentes. Et vous, vous êtes plutôt d'un côté de l'autre, ou vous avez inventé quelque chose de différent Alors, d'abord, je crois que vous avez raison, Pierre-Alain, de dire à quel point cette question de l'immigration est clivante chez les souverainistes, parce qu'il y a ceux qui, on va dire, sont pour des mesures assez drastiques, voire irréalistes, totalement irréalistes, et qui sont proches de la pensée d'Éric Zemmour. Et puis, il y a ceux qui sont sur cette question-là, je dirais, beaucoup plus, non pas plus souple, c'est pas une question d'ailleurs, je n'ai pas envie de qualifier les points de vue des uns et des autres, mais en tout cas qui pensent l'immigration, l'assimilation comme une nécessité, mais qui considèrent que tous ceux
qui ont l'amour de la France au cœur sont susceptibles de devenir des citoyens français de première catégorie, pas de deuxième catégorie. Et de ce point de vue-là, on a, je dirais, il y a un ouvrage qui est intéressant qui a été fait par Thomas Guénolé, qui est un petit que sais-je sur le souverainisme. On a deux familles de souverainistes. On a d'une part ce que Thomas Guénolé appelle le souverainisme ethno-culturel, qui est un peu le souverainisme de Zemmour, pour faire court, voire qui existe aussi chez le Rassemblement national, qui consiste à dire que quand même sont réputés français ceux qui sont là depuis longtemps, qui font une espèce d'originalité, d'une espèce d'homogénéité culturelle et ethnique, entre guillemets, même si on ne parle pas de race, d'ethnie comme ça. Il faut manier ces concepts-là avec beaucoup de précaution. Et puis, il y a un souverainisme que Thomas Guénolé appelle un souverainisme citoyen, qui est beaucoup plus celui, je dirais, en tout cas qui anime notre philosophe préféré, Michel Onfray, qui est aussi celui qui a animé Jean-Pierre Chevènement du temps où il était en pleine santé. Et je dirais que c'est un souverainisme qui considère que, eh bien, peut devenir français celui qui le veut vraiment. C'est aussi le modèle des Suisses. C'est-à-dire qu'en Suisse, on ne donne pas la citoyenneté suisse comme ça. Ce n'est pas, je dirais, les Suisses ne se sentent pas obligés vis-à-vis des étrangers, et ceux qui veulent devenir Suisses doivent le mériter. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. Et mériter d'être Suisse, mériter d'être Français, ça veut dire être en capacité de montrer qu'on le veut. Donc, il faut un certain niveau de maîtrise de la langue pour les Suisses, mais pas qu'une langue d'ailleurs, c'est plusieurs langues pour les Suisses, c'est encore plus compliqué que pour les Français. Et puis, c'est aussi connaître un minimum l'histoire de la Suisse, les institutions suisses, la citoyenneté suisse. Tout ça concourt à faire de bons Suisses. Un bon Suisse, c'est pas quelqu'un qu'il soit blanc, noir, basané, on s'en fout de tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est de montrer qu'on connaît le pays dans lequel on veut vivre. Si on n'a pas envie de faire l'effort minimal de l'intégration, c'est-à-dire de la connaissance des règles communes, la connaissance de ce patrimoine commun qui nous oblige, quand on est citoyen d'un pays, quel qu'il soit, on est obligé par ce pays, je dirais, et c'est bien comme ça. Et on est obligé de faire l'effort nécessaire et utile de compréhension et de volonté d'adhésion nationale. Et ça, je crois que c'est tout à fait ce qui nous anime avec Michel Onfray et avec tout le collectif d'ailleurs de France Souveraine. On a au moins ça en commun, c'est qu'on pense, on pense une France non pas reclue, non pas totalement fermée, non pas zéro immigration, parce que ça n'a pas de sens finalement, mais une France qui soit sourcilleuse de ces nouveaux citoyens. Et quand je dis sourcilleuse, c'est-à-dire qu'elle ne demande ni plus ni moins que de compter sur l'envie, le moteur de chacun pour devenir français, pour participer à cette communauté nationale. On ne réussira pas l'assimilation, on ne réussira jamais l'intégration si on n'a pas en face des gens qui le désirent vraiment. Voilà, tout simplement. Je crois qu'on ne peut pas cracher sur la France et devenir automatiquement citoyen français quand on a séjourné parce qu'on n'a pas été expulsé. Tout ça n'a plus aucun sens. Malheureusement, c'est ce qui se passe en France. Il y a beaucoup de gens qui viennent de pays quels qu'ils soient et qui n'ont pas l'envie d'être français, qui n'aiment pas les Français, qui n'aiment pas la France et qui pensent que on peut être citoyen français sans l'aimer. Et je trouve que ça, c'est extrêmement dommage. Et merci pour cette réponse. Maintenant, j'aimerais passer au dernier thème, Oui. euh, qui est la question du pôle populaire. C'est-à-dire que est-ce que vous voyez aussi la situation comme ça? C'est-à-dire qu'il y a eu un axe gauche-droite longtemps. Je fais souvent, je vais me reculer un peu, je fais souvent un peu comme ça, donc de gauche à droite. Et j'ai l'impression qu'il y a ici c'est le centre, que le centre est monté, donc centre-gauche et centre-droite, ils sont assez proches l'un de l'autre. Ils sont montés et puis ils ont fait un pôle élitaire, ou bien plus exactement pseudo-élitaire,
parce qu'ils ne sont pas si bons que ça, mais disons C'est un moins qu'on pôle puisse dire. et puis, ici, le peuple, ça aurait pu faire comme ça, puis avec un pôle populaire. Donc, vraiment un basculement d'un axe horizontal à un axe vertical. J'ai l'impression que c'est comme ça, avec ici une distance entre la France insoumise et puis le Rassemblement national. Et ma question, elle est double. Elle est par rapport à bon, d'abord, est-ce que vous voyez des choses aussi comme ça, J'aime qu'il doit y beaucoup. avoir fondation? Alors Pierre-Alain, je ne connaissais pas du tout votre manière de présenter les choses, mais je trouve que oui, je partage tout à fait cette idée. Je partage cette idée de ce centre qui s'est senti pousser des ailes et dominateur, ce centre dominateur qui aujourd'hui pense être l'arc de raison, mais qui est plutôt effectivement la pyramide de la raison. Ce centre qui ne voit pas, comment dirais-je, même le président Hollande s'est rendu compte, quand il a vu la cérémonie d'investiture donnée à l'Élysée, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, ces vieux barons de la droite qui aujourd'hui sont bras dessus bras dessous avec Marisol Touraine, avec Jacques Lang. Voilà, on a finalement cette élite autoproclamée de ce que autrefois, je ne sais plus, je crois que c'est Jean-Marie Le Pen qui appelait ça l'UMPS, bah, cette espèce de magma politique qui est en fait rassemblée par l'idée de cette Europe telle qu'elle est bâtie à Bruxelles, c'est-à-dire sans l'adhésion des peuples, eh bien, cette élite auto-déclarée qui pourtant n'a pas de résultat, qui permettrait de penser qu'elle est plus éclairée que les autres, puisque, en fait, pardon, mais je rappelle une évidence, depuis 30 ans, depuis 40 ans maintenant, pour ne pas dire un peu plus, eh bien, la situation empire en France. Il n'y a rien qui se soit amélioré en vérité. Donc, comment on peut croire que cette élite autoproclamée, elle est plus vertueuse et plus en capacité de montrer le chemin que le peuple? Je crois que là, il y a une fourberie totale, une hypocrisie complète, et c'est pire que ça, c'est un kidnapping démocratique, et il faut essayer de s'y opposer de toute force. Voilà, et donc je suis tout à fait d'accord pour dire que ce centre autoproclamé monte et de plus en plus toise le peuple, méprise le peuple, joue contre le peuple, et de l'autre côté, les peuples pourraient se rapprocher, mais il y a des obstacles tout à fait conjoncturels, je dirais, qui sont cette espèce d'abord la question de l'immigration qui oppose fondamentalement on va dire les souverainistes de droite et les souverainistes de la France insoumise, si tant est qu'il y en ait beaucoup parmi eux, parce que je ne sais pas bien si vraiment la France insoumise est sincère quand elle dit qu'elle va s'opposer à Bruxelles. Je me pose toutes ces questions. Je pense que les vrais souverainistes de la France insoumise, comme Georges Kuzmanovic, ils ont quitté la France insoumise il y a 5 ans déjà, et que ceux qui sont restés sont des mondialisés qui ne comprennent pas très bien qu'il y a une vraie aberration à vouloir être écologiste et à penser le monde en termes de libre-échange comme l'Union européenne. Donc, il y a des contradictions fondamentales au sein du programme de la France insoumise qui n'ont pas été levées. Et il y en a certainement aussi autant sur au Rassemblement national ou chez Reconquête. Mais ce que je veux dire, c'est que on a de façon moins apparente aujourd'hui, je pense que les souverainistes de gauche doivent se reprendre en main, doivent travailler ensemble, doivent proposer des choses. Je pense que la stratégie comment dirais-je, le souverainisme mérite mieux qu'une stratégie présidentielle qui consiste à partir à la droite du Rassemblement national pour essayer d'élargir ensuite, ce qui a été la stratégie de Reconquête. Et pour autant, j'ai beaucoup comment dirais-je, d'intérêt intellectuel. J'ai regardé de près
les propositions de reconquête, les propositions de la France insoumise. J'ai beaucoup d'intérêt pour la politique, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen d'inventer quelque chose de nouveau et qu'il faut repenser la stratégie politique dans les 5 années qui viennent parce que ça devient une question de survie, tout simplement. Donc quelque chose de nouveau, c'est effectivement la question centrale, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que c'est mes deux coups d'ici, la France insoumise, Rassemblement national pour faire simple, est-ce qu'ils peuvent se discuter ensemble et former ce pôle populaire dont le peuple français a énormément besoin face à ce Et je pôle pense que, pseudo-élitaire qui est déjà constitué derrière Macron? Est-ce qu'ils oui, je peuvent pense discuter ou quelque chose de vraiment nouveau? C'est-à-dire, est-ce que Je pense qu'il ne c'est... faut pas compter sur eux. Je pense que malheureusement, si discussion il avait dû y avoir, il y a longtemps qu'elle aurait commencé. Or, on a un tel mépris des uns vis-à-vis des autres que l'on voit bien qu'on ne crée pas du tout les conditions d'un programme commun, là, pour le coup. Donc, je pense qu'il faut que le peuple se reprenne en main et que le peuple ne fasse pas confiance aux structures politiques telles qu'elles existent aujourd'hui. Pour le moment, il y a une vacuité politique, me semble-t-il, qui conduit à une impasse politique. C'est-à-dire, je pense sincèrement que sur les questions de souverainisme, sur les questions de crise de civilisation, il y a un sentiment majoritaire en France, qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé par rapport à il y a 20 ans, mais que le temps n'est pas encore arrivé de la bonne formule. Et je fais plus confiance en les citoyens pour arriver à accoucher d'un modèle transcendantal qui dépassera les partis politiques plutôt que de faire confiance aux appareils politiques tels qu'ils existent aujourd'hui et qui sont dans des logiques tout à fait boutiquières. Voilà. Je pense que vous avez d'un côté un Jean-Luc Mélenchon, très brillant orateur, attention, je ne dis pas le contraire, très brillant orateur, parfois inspiré, mais qui finalement est un professionnel de la politique qui, depuis 40 ans, finalement est habitué aux ors de la République et qui n'a pas véritablement d'aspiration à gouverner, contrairement à ce qu'il nous fait croire. Et puis de l'autre côté, vous avez une famille Le Pen qui est elle-même très clivée à l'intérieur d'elle-même, qui n'est pas très stable dans ses projections et dans sa capacité à nous raconter ce que deviendrait la France si ils arrivaient aux affaires. Donc je pense il faut dépasser tout ça aujourd'hui. Il faut dépasser tout ça. Il faut que les Français s'organisent de façon, j'allais dire, souveraine. Voilà, il faut qu'ils s'organisent de façon souveraine. Il faut qu'ils ne comptent que sur eux-mêmes pour avancer. Il ne faut surtout pas qu'ils comptent sur les représentations qui sont des représentations quand même très passéistes aujourd'hui, au sens que finalement, le Front de gauche a déjà 20 ans et le Rassemblement national, qui était autrefois le Front national, a encore plus que ça. Donc, voilà, ça n'a pas eu lieu. Il faut savoir recommencer autrement pour arriver à faire progresser les idées en France. Donc oui, il faut quelque chose de nouveau. Et est-ce que vous pensez que ça sera possible d'obtenir, de faire quelque chose de nouveau pour la prochaine présidentielle, là pour 2027? Il reste 5 ans. Est-ce que ça vous paraît possible d'avoir un Je crois qu'il a, véritable pôle populaire qui se présente en 2027? Je crois qu'il a été dit et de façon raisonnable par Michel Onfray qu'une campagne présidentielle, ça se monte pas en 5 minutes. Même si Éric Zemmour nous a montré qu'il était capable et de façon spectaculaire de lancer un très très beau mouvement, il n'empêche que le résultat final est qu'il il n'a pas pu être au deuxième tour et que aux législatives, il y a bien fort à parier qu'il ait très très peu de représentants, pour ne pas dire aucun. On peut le regretter, c'est ainsi, c'est comme ça. Moi, je dirais tout simplement qu'un travail sérieux est un travail qui se fait à la longue. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, c'est la vocation de France Souveraine de travailler, de proposer de façon intelligente
et peut-être de tendre la main à tous ceux qui ont envie d'avancer avec, avec elle sur le chemin et de ne pas attendre un an avant les élections pour commencer à s'agiter. Je pense que c'est un travail au long terme. C'est un travail beaucoup trop sérieux, la politique, pour être laissée à des improvisations de dernière minute. Et nous avions dit en son temps que Front Populaire ne pouvait pas être un mouvement politique, qu'il n'avait pas vocation à l'être puisqu'il c'était un média, et que Front Populaire et compagnie étaient trop jeunes pour arriver à s'organiser de façon, je dirais, professionnelle et cohérente en si peu de temps. D'autant plus que nous ne sommes pas du tout soutenus par les puissances de l'argent, puisque évidemment, France Souveraine n'est pas le mouvement de quelques milliardaires. Je crois qu'au contraire, le temps long permet de socler quelque chose de mieux mûri, de plus fin, et d'avoir le temps de l'imprégnation. Et je crois savoir que bientôt, il va se passer pas mal de choses sur France Souveraine. Ok, donc c'est pas possible en 5 minutes, mais c'est possible en 5 ans. Donc on peut espérer qu'il y ait un pôle populaire, un véritable pôle populaire pour 2027. On Avec l'espère de peut-être tout cœur. au cœur de son projet vraiment la démocratie, qui est vraiment, ben, c'est un peu, il y a des gens de gauche et de droite dans le peuple, mais ils sont en général en très 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 large majorité pour la démocratie. Je crois qu'aujourd'hui, la question sociale reste une vraie différence entre les gens de droite et de gauche, c'est-à-dire la capacité d'améliorer la condition de ceux des plus fragiles d'entre nous, que ce soit financièrement ou autre. Mais au-delà de cette question sociale qui effectivement clive encore ceux qui ont le cœur plutôt à gauche ou ceux qui ont le portefeuille plutôt à droite, et donc la défense de leurs intérêts de façon prioritaire. Mais je crois qu'il y a des questions plus importantes que ça aujourd'hui qui se posent, qui sont simplement la question de la survie civilisationnelle. Ça, c'est une question très importante. Et la question de la reprise en main et la capacité à s'émanciper de l'Union européenne telle qu'elle nous est proposée, ce sont des questions qui sont aujourd'hui essentielles pour continuer à pouvoir après choisir entre une politique de droite ou de gauche. Mais la question de la reprise en main, elle est fondamentale aujourd'hui. Et je soulignerai encore que la question de la démocratie, finalement, elle est très centrale. Elle est vraiment différente des autres questions parce que c'est pas une question parmi 36 autres, parce que ça détermine au fond comment vont être décidées les 36 autres questions. Et ça a aussi une incidence sur quelle sera Bien la sûr. réponse effectivement donnée à ces 36 autres Absolument. questions. Absolument. Il faut commencer par repenser les outils de notre politique pour pouvoir ensuite faire que ces outils servent à quelque chose. Mais si on ne se donne pas et si on continue à rester dans le système tel qu'il est organisé aujourd'hui, c'est la lente asphyxie du bon sens et de notre capacité de penser la politique. On va revenir à un système qui est bien pire, je dirais, que celui de l'Ancien Régime, parce que l'Ancien Régime avait au moins pour lui une espèce de, comment dirais-je, de cohérence. Aujourd'hui, il y a plus de forme de cohérence. On a simplement une élite qui a la tentation de s'émanciper du peuple et de décider pour lui de façon autoritaire. Et ça, c'est juste pas possible. Eh bien, merci beaucoup pour cette discussion. Juste avant de passer aux questions des internautes, très brièvement, ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés à participer à France Souveraine, Eh comment ils peuvent bien, le faire? c'est assez simple. Il y a un site francesouveraine.fr, me semble-t-il, ou .com, peu importe, mais il me semble que c'est .fr parce qu'on est plutôt du .fr. Mais il y a aussi une possibilité extrêmement simple, c'est de nous envoyer un mail à contact@francesouveraine.fr. Donc, contact@francesouveraine.fr. Évidemment, nous sommes là pour régler, pour discuter et pour répondre, j'ai dit régler, mais pour répondre à toutes les questions qui nous seraient posées. Eh bien, parfait. Maintenant, alors, on peut passer aux questions des internautes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bonsoir. Salut. Alain.
Alors, une première question de Boumgar. Il nous dit bizarre la dénomination France souveraine. C'est le citoyen qui doit l'être et seul. Peuple et nation n'ont pas besoin de qualificatif. Encore une propagande. Qu'en pensez-vous? Oui, j'ai pas bien compris pourquoi il trouvait bizarre la proposition de France et souveraine ensemble. Oui, mettre un qualificatif à France. Ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France n'est plus souveraine. C'est assez simple à comprendre. L'essentiel des décisions qui sont prises et qui gèrent notre quotidien sont prises à Bruxelles, euh, dans un système qui échappe totalement aux citoyens. Donc, nous avons une commission autoproclamée qui décide et fait voter de façon totalement excluante pour le peuple des décisions qui affectent les Français. Donc, ce que l'on veut, c'est que le peuple soit souverain. Donc, la France retrouve le terrain de la souveraineté. Donc, c'était une manière d'exprimer de façon un peu raccourcie, un peu ramassée, l'idée qu'il faille que la France retrouve davantage de souveraineté, c'est-à-dire s'émancipe davantage du joug de Bruxelles. J'ai l'impression que peut-être que cet intervenant aurait préféré qu'on dise français souverain plutôt que France souveraine. Oui, peut-être, mais peut-être que d'ailleurs, vous savez, c'est pas. J'écoute, je trouve pas ça idiot. Ça aurait pu s'appeler Français souverain, ou ça pourrait s'appeler Peuple souverain. Voilà, pourquoi pas, oui, oui. Ce sera un néologisme d'ailleurs, un peu, au regard de nos amis suisses, un petit peu stupide de faire peuple souverain, puisque le souverain est le peuple chez les Suisses. Mais en tout cas, c'est pas une mauvaise chose, oui, pourquoi pas. On aurait pu appeler ça Français souverain. J'en prends bonne note et surtout je transmettrai aux adhérents. Très bien, merci. Une question toujours de Boumgar, mais alors pour tous les deux, là, même avec le reconstituant, sans sécurité financière, le citoyen restera faible. Étienne Chouard y ajoute le contrôle des médias au même titre que la Constitution. Qu'en pensez-vous tous les deux? Ben moi, je pense que le contrôle des médias, c'est bizarre de vouloir le contrôle des médias. Ce qu'il faut, c'est veiller à la diversité des médias, c'est-à-dire faire qu'aujourd'hui, les médias échappent à la possession de quelques milliardaires. Je rappelle quand même que 85% des médias en France sont possédés par 7 familles. Quand je dis 7 familles, je ne vois pas des familles, comment dirais-je, très, très polyvalentes. C'est en général des familles qui sont assez réunis autour de la figure paternelle. Donc, c'est la famille Bolloré, c'est la famille Arnaud, c'est la famille Pinault, c'est la famille Bouygues. Tout ça fait que, quand même, l'essentiel des instruments d'information sont détenus par quelques familles et quelques figures, donc, qui, comme par hasard, travaillent avec les marchés publics. Donc, c'est ça le problème principal aujourd'hui, c'est qu'on se moque en France de la situation en Hongrie, par exemple, où il y a quelques oligarques qui possèdent l'essentiel des médias. Mais moi, j'aimerais dire que l'essentiel des médias sont possédés en France par des gens qui travaillent avec des marchés publics, donc qui travaillent en connivence avec l'État. Comment voulez-vous avoir une véritable liberté de l'information et de l'analyse si vous avez l'essentiel de ces médias qui sont soit des médias publics, donc directement possédés par la puissance publique, ou bien des médias qui sont comment dirais-je, en connivence avec le pouvoir. Il faut impérativement veiller, au contraire, à ce que les médias ne soient pas davantage contrôlés, mais ils échappent davantage à ces grandes puissances d'argent. Moi, je vais être bref, mais juste saluer le Front populaire, la revue Front populaire, qui apporte vraiment une voix nouvelle, enfin, qui fait passer des informations nouvelles dans le paysage médiatique. Ben, c'est très gentil. Merci Pierre-Alain. Je prends, euh, je prends parce que vous savez, on a eu beaucoup de mal à lancer cette revue, cette idée de cette revue et de ce média, puisque c'est un média en ligne aussi avec des contenus tous les jours sur frontpopulaire.fr. Il se trouve qu'à l'époque, on nous a salis tout de suite, c'est-à-dire qu'on a justement les chiens de garde du système, les journaux comme Libération, Le Monde, qui ont fait des articles à charge contre l'initiative d'un journal. C'est-à-dire on a des journalistes qui considèrent
que c'est une mauvaise nouvelle qu'un média nouveau et indépendant, qui ne vit que du désir de ses lecteurs et pas de la publicité ni de la volonté de quelques milliardaires, eh bien c'est une mauvaise nouvelle que ça se crée. Et donc, ils nous ont fustigés, ils nous ont fusillés même. Ils ont comparé Michel Onfray à Déa, qui a porté quand même, je le rappelle, l'uniforme nazi et qui a envoyé des enfants à la déportation. Est-ce que c'est raisonnable quand on se dit à un journaliste de qualité comme Laurent Geoffrin ou le journal Le Monde de traiter ainsi des gens qui font simplement le souhait de vouloir lancer un média indépendant? Est-ce qu'on ne doit pas juste se dire que c'est une initiative qui est à saluer, et puis après, si elle rencontre son lectorat, c'est bien. Si elle ne le rencontre pas, ben, tant pis. Mais je veux vous dire, on a demandé d'argent public à personne. Encore une fois, on a juste voulu faire quelque chose et des gens nous ont suivis. Ils nous ont fait confiance et ensuite, ils n'ont pas été déçus. Ils auraient pu l'être, ils ne l'ont pas été. Et comment est-ce qu'on peut diaboliser des gens qui prennent une initiative comme celle-ci qui va dans le sens de la diversité d'expression, dans la multiplicité de l'opinion et dans l'exposition de ce qui est fondamental dans une démocratie? Si on n'a pas la richesse et la liberté d'expression, eh bien, on a déjà un pan démocratique entier qui s'effondre. Si vous ajoutez à ça la professionnalisation et le détournement par une élite du système démocratique, ben vous êtes en situation préfasciste de toute façon. Ok, merci. Une question de Rémi. Pour assurer sa capacité souveraine, un peuple ne doit-il pas, au-delà des 3 pouvoirs d'administration, se constituer sur les pouvoirs démocratiques, infonumériques, monétaires et environnemental? Vous pouvez répéter la question? Je vous l'ai affiché là. Pour assurer sa capacité souveraine, un peuple ne doit-il pas, au-delà des 3 pouvoirs d'administration, se constituer sur les pouvoirs démocratiques, infonumériques, monétaires et environnemental? Mais si, je vois pas pourquoi il y a interrogation. Oui, le peuple doit être totalement constitué par le pouvoir démocratique. Le peuple ne peut pas être agissant s'il n'est pas interrogé. C'est pour ça que l'idée du référendum constituant, je la fais mienne. Je pense que c'est très important que le peuple puisse donner et être pris au sérieux à travers des mécanismes démocratiques comme ça. Infonumérique, je suis aussi d'accord, puisque je dis que précisément nous avons des outils nouveaux qui permettent une meilleure circulation de l'information. Je ne dis pas que l'information est meilleure, je dis qu'il y a une meilleure circulation de l'information, c'est différent. Ça veut dire qu'on peut avoir une très mauvaise information mais qui circule beaucoup, et on le voit aujourd'hui, le digital a permis aux médias traditionnels d'être encore plus puissants qu'avant, mais aussi à des petits médias d'exister grâce au digital. Donc l'info numérique est aussi un des moyens de redonner de la souveraineté au peuple. Et puis, environnemental, oui, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que personne n'a envie d'éluder la question de l'environnement et la question du réchauffement climatique. Oui, il y a un impact vraisemblablement humain très fort sur le réchauffement climatique, enfin les accidents climatiques, parce qu'il faut arrêter de parler de réchauffement climatique, mais plutôt d'accidents climatiques, même si les températures s'élèvent, il n'empêche que ce qui est plus embêtant encore, c'est ces accidents climatiques qui font qu'au mois de mars, il fait beau comme au mois de juillet, et au mois de juillet, il va peut-être grêler. C'est ça qui fait qu'on vit dans un truc totalement perturbé et qu'il est temps d'essayer de corriger. Après, la question de l'environnement ne doit pas cacher aussi, je dirais, des questions, comment dirais-je, qui sont… il ne faut pas abrutir les gens et les culpabiliser. Il faut faire attention à ne pas être dans l'écologie punitive, parce que je rappelle, ne serait-ce qu'un chiffre, les Français pèsent 0,9% des gaz à réchauffement. Donc, si vous voulez, même si on faisait disparaître tous les gestes merdiques, les usages qu'on trouvait, les mauvais usages, et qu'on faisait même disparaître le peuple français de la planète, on aurait 99,1% des gaz à effet réchauffant qui seraient encore produits. Donc, il ne faut pas non plus
culpabiliser à outrance les Français, qui sont d'ailleurs plutôt un peu plus vertueux que les autres. Donc, c'est en ça que je dis qu'il faut faire attention. Il faut à la fois traiter et être exemplaire sur le plan climatique, mais il ne faut pas déraisonner non plus. Il faut toujours rappeler les éléments de contexte, c'est important. Merci. Une remarque de Jackie. Si les immigrés étaient bien chez eux, ils resteraient dans leur pays. Le problème, à mon sens, si tu es bien chez toi, tu restes. Et c'est dans ce sens que l'on doit voir l'immigration. Mais je pense que Jackie a raison. Je pense que si les immigrés étaient bien chez eux, ils resteraient chez eux. Je pense qu'il y a beaucoup d'immigrés qui fuient, non pas systématiquement des pouvoirs totalitaires, mais il y a beaucoup d'immigrés qui fuient une condition qui est moyenne. C'est pas les plus pauvres hein, d'ailleurs qui partent, c'est souvent des gens qui ont les moyens de partir. C'est pas exactement la même chose. Et puis après, moi je pense que de toute éternité, les peuples ont bougé. Après, il faut savoir juste raisonner les flux migratoires. Je pense illusoire l'idée de penser stopper de façon définitive les flux migratoires, mais en revanche, on peut avoir une certaine exigence sur ces flux migratoires et on peut être encore une fois souverain sur la gestion de ces flux migratoires. C'est-à-dire si le peuple français veut que cette question soit posée et se pose à lui-même la question de savoir comment on va régler ce problème de gestion des flux migratoires, la question doit être tranchée par le souverain, par le peuple, et ensuite, je pense que ce n'est pas un gros mot d'avoir le droit de s'interroger sur ces flux migratoires. Vouloir organiser les flux migratoires, c'est les rendre plus confortables pour tout le monde. En termes de sécurité culturelle pour on va dire les résidents et aussi pour les arrivants. Parce que je ne sais pas si vous vivez à Paris, mais ceux qui nous écoutent et qui vivent à Paris peuvent aller voir Porte de la Chapelle à quoi ça ressemble l'immigration mal contrôlée, déraisonnable que l'on subit depuis un certain temps. Eh bien, ce sont des gens qui sont Porte de la Chapelle, qui vivent sur la colline du Crac, qui sont dans des états de délabrement humain qui font une peine atroce, et ce sont des gens hagards qui marchent sur le périphérique. C'est totalement dingue. Et c'est ça la patrie des droits de l'homme, c'est ça l'accueil digne que l'on veut faire à l'immigration. Je pense que si on n'est pas capable de donner un couvert convenable, on n'invite pas à dîner. Voilà, je pense que c'est le principe même de l'hospitalité. Moi, je pense que si on n'est pas capable d'être hospitalier, eh bien, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de l'être. Et puis, peut-être qu'on va se dire, eh bien, je peux l'être à certaines conditions. Je vais donc faire en sorte que celui qui va me rejoindre et qui a le désir de me rejoindre, eh bien, il soit accueilli dignement. Merci. Encore une question de Boumgar. Sans une idée de revenu universel inconditionnel, le reconstituant risque d'être insuffisant en pratique. Et je ne vois qu'un moyen, détourner une partie de la création monétaire vers ce poste. Je pense que c'est pour tous les deux aussi. Bah, je laisse Pierre-Alain répondre alors. Je crois que je vais laisser aussi parce que le temps avance et puis on est surtout intéressé, Stéphane, à tes réponses à toi. Donc, c'est gentil. On peut passer à une autre question. Non, je pense que l'idée du revenu universel, il est intéressant, mais il doit être conditionné quand même à quelque chose. Je crois qu'il est important qu'on associe toujours l'effort à gagner de l'argent. C'est pas, je dirais que c'est important que ça récompense quelque chose. Voilà. Donc, ça peut être un travail qui n'est pas forcément pénible, mais c'est un travail citoyen. Ça peut être simplement mettre son temps à contribution pour aider son voisin de palier. On voit bien qu'on a un problème avec les anciens, les grands anciens dans notre pays, qui sont mal entourés, dont on ne cesse de découvrir à quel point les EHPAD peuvent parfois être sordides. Est-ce que finalement, ceux qui accéderaient à ce revenu ne peuvent pas passer une partie de leur temps dans ce que j'appellerais la solidarité intergénérationnelle? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est très important de montrer cette solidarité intergénérationnelle. Voilà, merci, c'est fini pour les questions.
Eh bien, merci beaucoup parce que vous respectez grandement mon souhait qui était de pouvoir vous quitter aux alentours de 21h15, 21h20. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie de vos questions et je remercie Pierre-Alain d'avoir mené cet échange de main de maître. Alors, merci beaucoup, Stéphane. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à la régie, à Eva et Gaël. Et à la prochaine, donc à la prochaine émission de Comment démocratiser la France. Merci à vous. Bonne soirée.